Mesdames et messieurs, bonjour. Pour anticiper et prévenir les inondations, autour de la table du Premier ministre, le comité de crise et de gestion des catastrophes, il s'agit d'élaborer un plan de riposte et de prise en charge après 729 cas de décès et 154 blessés l'année dernière qui ont touché plus de 465 000 personnes dans notre pays. Après la mutualisation des moyens de défense, la sécurité et la diplomatie, place à partir du 29 janvier au document de voyage de la Confédération AES. Pas de panique, en plus de ce passeport AES, vous pouvez utiliser les anciens passeports CEDEAO jusqu'à expiration. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTM1 pour vous informer. Bienvenue. Le passeport de la Confédération des États du Sahel, AES, sera entre vos mains à partir du 29 janvier. C'est le président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, qui a donné l'information. Comment se présente le document de voyage de l'AES, les conditions de délivrance, suivant le colonel Mamadou Sougouna. Il est au micro de Bemba Sibi. À compter du 29, comme le dit le communiqué du président de la Confédération, ce passeport sera mis en circulation. Et la mise en circulation de ce passeport AES ne joue pas autrement sur les passeports déjà en cours de circulation. Ces passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Néanmoins, la latitude est laissée aux titulaires de ces passeports CEDEAO qui veulent changer leur passeport de leur propre volonté, de pouvoir venir tranquillement changer leur passeport CEDEAO en passeport AES, bien entendu conformément à la réglementation en vigueur. Il s'agit de s'acquitter des frais d'établissement et avoir son passeport. Et il est quand même bien de préciser que les demandes qui sont déjà dans le circuit ne concernent pas le passeport AES. Les conditions de délivrance restent exactement les mêmes. Et parlant de ce passeport, vous allez constater que désormais, sur la première page de couverture, ce sont les armoiries du Mali en lieu et place du logo CEDEAO. Et tout en haut, vous allez remarquer que c'est bel et bien écrit Confédération des États du Sahel AES. Et en dessous, il y a le nom du pays émetteur, République du Mali. Et en bas des armoiries, nous avons la nature du passeport. Et sur la dernière page de la couverture, la page arrière de la couverture, vous allez voir de façon bien distincte le logo de l'AES. À part la couverture, il n'y a pas d'autres changements. Les spécifications techniques restent les mêmes pour les 3 pays membres de l'AES. Ce passeport rentrera en vigueur à partir du 29 janvier prochain. Direction la primature, réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes avec le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Sur la table, le bilan consolidé des inondations à la date du 1er juin au 31 décembre 2024. Au total, 729 cas d'inondation ont été enregistrés et plus de 47 000 cas d'effondrement avec 465 000 personnes qui ont été sinistrées. Au sortir, il faut préconiser l'anticipation avec des mesures fortes, notamment la libération des emprises qui bloquent le passage des eaux de pluie. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré. De l'exposé du bilan consolidé des inondations du 1er juin au 31 décembre 2024, il ressort que notre pays a été fortement éprouvé lors de l'hivernage de 2024. Et c'est à la faveur d'une forte mobilisation que l'ensemble du gouvernement, les services techniques et les populations ont pu faire face à cette situation exceptionnelle. 729 cas d'inondation sur l'ensemble du territoire national, 47 306 cas d'effondrement dans plusieurs régions, 8 cas de foudre, 6 cas de vent violent. Et en termes de bilan des sinistrés, il y a 88 083 ménages impactés, 465 226 personnes sinistrées, avec un pourcentage de 27% d'hommes, 29% de femmes et 44% d'enfants, avec 66 032 maisons endommagées ou à risque d'effondrement, 20 988 latrines impactées, 6 590 puits endommagés. En termes de bilan humain, malheureusement, nous avions eu 95 cas de perte à vie humaine avec 154 blessés.
À ce bilan, l'on peut ajouter les 367 294 hectares perdus par les producteurs et les nombreuses écoles impactées. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a salué l'implication de tous pour la bonne gestion de ces inondations. Il s'est également incliné sur la mémoire des victimes avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. L'ampleur des dernières inondations a été pour nous, sur le plan pédagogique, riche d'enseignements. Je pense que nous devons nous préparer davantage et anticiper sur un certain nombre d'événements, un certain nombre d'actions, afin justement de nous assurer que les prochaines inondations ou d'autres catastrophes naturelles seront mieux prises en charge. Je pense que c'est un peu le but de la réunion de ce matin. Le comité interministériel a également abordé la situation des maisons qui obstruent le passage de l'eau, donc à démolir. Les mesures à prendre au niveau du pont Ouyoyanko à Sebeninkoro ainsi qu'au niveau du collecteur de Moussabougou. Déjà, des sous-comités mis en place vont travailler sur ces différents sujets avant la prochaine réunion du comité. D'ici là, au Conseil national de transition CNT, le président de l'organe législatif de la transition, le général du corps d'armée Malik Diaw, a reçu l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite au Mali et celui de l'Égypte. Avec ces deux ambassadeurs, il a été question du renforcement de la coopération parlementaire. Les échanges ont aussi porté sur la consolidation des acquis en matière de souveraineté et de lutte contre le terrorisme au Sahel. Tamsir Diabaté et Tchidji Kamara. Sur le tableau d'affichage du Conseil national de transition, l'agenda du président de l'institution s'affiche. Les premières activités du jour sont les audiences accordées aux ambassadeurs du Royaume d'Arabie Saoudite en République du Mali et celui de l'Égypte. Le Mali et l'Arabie Saoudite, deux nations qui partagent des liens séculaires et historiques qui remontent depuis des années. Cet entretien est l'occasion pour les deux personnalités de donner un coup de fouet à leur coopération dans divers domaines. Les directives ont été données par le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz et son prince héritier, en vue d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires au peuple malien. Et cela s'est traduit par les actions du centre roi Salman pour le secours et les actions humanitaires qui interviennent dans plusieurs domaines ici, notamment la distribution des vivres, le forage de puits, également à travers le Fonds saoudien de développement qui finance le projet d'infrastructure. La deuxième personnalité reçue en audience est l'ambassadeur d'Égypte en République du Mali. Au cours de cette audience, les échanges ont également porté sur le renforcement des relations de travail entre les deux parlements, mais aussi et surtout l'accompagnement et le soutien de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Lutter contre le terrorisme est un principe très important pour l'Égypte. Donc l'assistance que l'Égypte a apportée au Mali dans la lutte contre le terrorisme n'a pas commencé aujourd'hui. Comme preuve, l'Égypte, il y avait des officiers égyptiens dans les forces onusiennes, MINUSMA. L'Égypte a perdu des hommes dans la mission onusienne ici. Donc l'Égypte est là pour aider le Mali dans sa lutte contre le terrorisme qui est un fléau global. Nous avons parlé sur plusieurs aspects. Donc concernant la coopération dans plusieurs domaines comme le domaine de coopération parlementaire, domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, nous avons échangé sur ces domaines-là. Et une possibilité de visite du président du CNT en Égypte. Et à l'issue de cette audience, les deux personnalités se sont offerts des présents de nouvel an, toutes choses qui dénotent de l'engagement du Mali et de l'Égypte à redynamiser leur coopération. Pendant ces temps, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, accompagné de son collègue en charge de l'urbanisme et de l'habitat, en visite sur le site dédié aux ouvrages de la centrale solaire de Safo. Au dire des ministres, le constat est satisfaisant car les 200 hectares ne souffrent d'aucune charge aujourd'hui. Sur place, un PV d'exploitation du site a été remis à l'entreprise chinoise pour la réalisation des travaux. Visite suivie par Youssouf Diakité.
Safo accueille ce jeudi 23 janvier 2025 la visite de deux membres du gouvernement, le ministre de l'énergie et de l'eau et celui de l'urbanisme et de l'habitat. Ils sont venus constater l'effectivité de la libération de l'espace et devant recevoir les ouvrages de la centrale solaire de Safo. Ces choses faites, les 200 hectares concernés ne souffrent d'aucune charge aujourd'hui. Le PV de réception est signé ici entre le gouvernement malien et la société chinoise Sinohydro. Nous sommes là pour la réception des travaux de défrichement sur le site devant abriter la centrale solaire de Safo. Ces travaux de défrichement sont un préalable pour la réalisation de ce projet. Alors, c'est le génie militaire qui a exécuté les travaux. Aujourd'hui, nous sommes venus pour la réception des travaux de défrichement. Nous sommes très satisfaits. Ils l'ont fait avec professionnalisme. Je salue également le ministre de la Défense qui n'a aménagé aucun effort pour nous aider dans ça. Il y avait effectivement des questions de charge sur le site. Je crois que tout cela est réglé. Je voulais aussi passer un message à l'entreprise chinoise Sinohydro qui doit exécuter les travaux pour leur dire que nous tenons beaucoup à ce projet, surtout le président de la transition. Alors je leur demande de faire les travaux avec beaucoup plus de célérité. Tout sera mis en œuvre pour assurer la bonne exécution, n'est-ce pas, de ces travaux. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population a saisi cette opportunité pour lancer un appel précisant que la terre n'appartient qu'à l'État au Mali. Et depuis 2018, ces travaux ont été déclarés d'utilité publique. Voilà, donc ça veut dire que vous ne devez plus rien avoir sur ce titre-là. Il fallait vraiment engager ces travaux de démolition pour que les gens comprennent que ce site-là est définitivement réservé pour la centrale solaire et la station d'évacuation de l'énergie dans le cadre de la boucle nord. Nous avons recensé et évalué toutes les constructions qui étaient ici en vue de procéder à l'indemnisation. Ce travail a été fait. C'est des projets qui intéressent tout le monde. Voilà, qui sont nécessaires pour le développement de notre pays. Si on veut entraver le développement du pays, c'est quand même incompréhensible. La délégation ministérielle a ensuite demandé à la partie chinoise de dépêcher les travaux au bonheur de la population bénéficiaire qui attend impatiemment. De Safo, région Koulikoro, direction Kaye, en première région, inauguration hier par le ministre de l'économie et des finances de l'agence auxiliaire de la BCEAO, troisième au Mali après Mopti Sikasso. L'agence va accompagner le développement de la région en créant des emplois, booster l'économie avec l'expansion des activités économiques. Kansutu Kanouté. L'agence auxiliaire de la BCEAO, Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, a officiellement ouvert ses portes ce jeudi 23 janvier 2025 dans la Cité des Rails. Le ministre de l'économie et des finances représentant le président de la transition, chef de l'État du Mali, général d'armée Assimi Goïta, a procédé à l'inauguration de la structure. Bâtie sur un site de 2 hectares, cette infrastructure de pointe est composée d'un bâtiment principal sur 3 niveaux, comprenant des locaux dédiés aux activités administratives et fonctionnelles, notamment des bureaux, des salles de réunion et des espaces réservés aux opérations avec la clientèle institutionnelle et le grand public. Permettez-moi de féliciter Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour cette politique de proximité de notre institution et lui témoigner toute la reconnaissance des autorités maliennes. L'ouverture de cette agence accompagnera le développement de la région à travers un meilleur soutien à la distribution des services bancaires et une génération d'activités et d'emplois directs et indirects. Elle contribuera à embellir la ville de Kaye et à favoriser l'expansion de toute la région qui connaît déjà un regain de vitalité avec la réalisation récente ou en cours d'infrastructures sanitaires, sportives, socio-éducatives, universitaires et de transport. L'ouverture dans la ville de Kaye de la 3e agence auxiliaire de la BCEAO au Mali, après Mopti et Sikasso, s'inscrit dans le cadre du programme d'extension du réseau des agences de la Banque centrale. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire et les systèmes financiers décentralisés dans leur implantation dans les régions, de promouvoir la bancarisation et l'inclusion financière et d'améliorer la circulation fiduciaire. À cet effet, la Banque centrale
En installant la nouvelle agence auxiliaire de CAI, on entend faciliter le financement des activités de cette région. Le représentant du président de la transition, chef de l'État du Mali, général Assimi Goïta, a invité les institutions financières de la place à bien accompagner les opérateurs économiques de la région en réponse aux besoins des industries minières et culturelles, de l'agriculture et de l'élevage en droite ligne de la vision du Mali 2063. Je rappelle que le gouvernement du Mali vient d'adopter les documents de la vision du Mali 2063, Mali Koura Nyeta Kabensam Bafla Nbiouron Sabama et la stratégie nationale de l'émergence pour le développement durable 2024-2033 réalisée de façon inclusive. Et tout juste après la cérémonie d'inauguration de l'agence auxiliaire BCEAO à CAI, le ministre de l'économie et des finances, Alcine Sanou, a rencontré les responsables des services régionaux relevant de son département afin de s'enquérir de leurs conditions de travail. C'était en présence du gouverneur de la région, général de brigade Moussa Soumaré. Rappelons qu'après la coupure symbolique du ruban marquant l'inauguration de la 3e agence BCEAO du Mali à CAI, 3 médailles en or ont été distribuées. À présent, parlons religion. Clap de fin à Bamako de la conférence épiscopale. Les évêques ont fait le point de nombreuses activités menées durant l'année écoulée. Parmi elles, le pèlerinage de Kita, qui est l'un des rendez-vous importants de la communauté catholique chrétienne au Mali. Les évêques ont appelé à la paix et à la cohésion entre les croyants. Famoussa Sidibé Tayeb Adiaouyakoui. Dans le calme apparent de cette rue du quartier du Fleuve à Bamako se loge l'archevêché de la capitale. La modestie des lieux rappelle une ambiance de couvent et pour cause. L'humilité autour de cette table pousse le cardinal Zerbo et l'archevêque Cissé à céder le présidium et méditer en silence durant les prises de parole. L'assemblée, certes modeste, représente la conférence épiscopale qui parle au nom des millions de chrétiens du Mali. Cette conférence annuelle donne lieu à un rappel des grands chantiers de la communauté des croyants de l'Église, Église quelle qu'elle soit. Cette session coïncide également avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La diversité n'est pas une source de division, mais une véritable richesse. Elle invite les chrétiens, quelle que soit leur confession, à témoigner d'une communion fraternelle en surmontant leurs différences. Un tel témoignage peut inspirer la société malienne à rechercher des chemins de réconciliation et de dialogue. En collaborant au-delà de leurs divisions confessionnelles, les chrétiens se font artisans de paix et montrent que le dialogue est possible, même dans les moments les plus difficiles. Dans le délibéré du conclave, des vœux pour la paix et l'union des cœurs y sont formulés à de nombreuses reprises. Le plus insistant sera celui du Mali Koura, que tous souhaitent opérationnel au plus vite. Un point important de cette session a été l'évaluation du 53e pèlerinage marial national qui s'est déroulé à Kita sur le thème « Jeunes du Mali, ensemble pour le Mali Koura ». Les évêques ont fixé la date du prochain pèlerinage pour les 22 et 23 novembre 2025, qui sera animé par l'archidiocèse de Bamako. Concernant la situation de notre pays, les évêques se réjouissent des progrès réalisés dans les domaines sécuritaires et sociaux. Ils constatent que des avancées positives se dessinent pour le bien-être du peuple malien. Quand le juste est dans l'autorité, le peuple se réjouit. Au-delà des questions de foi, les évêques ont aussi évoqué la situation des établissements scolaires et sanitaires qui sont à la charge de la conférence épiscopale. L'Église souhaite de tout cœur préserver l'excellence en ces lieux. Voilà, c'est la fin de cette édition. À 20h, vous retrouverez Nyanya Loutraoré pour vous informer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais chacun doit briller là où il se trouve. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM1.